Bonjour à toutes et à tous, je suis Patrick Lelon, journaliste, et même si ce mot est parfois galvaudé, épris de liberté, la vraie, celle que l'on découvre et éprouve au fond de nous-mêmes, si nous prenons la peine de la chercher. Cette liberté, elle s'épanouit et se nourrit de notre jardin intérieur, notre île au trésor. Mais au-delà des mots, de quoi s'agit-il ? Comment construire, visiter, réparer ce jardin intérieur, garant de notre liberté ? Pour en parler, nos trois invités, Joëlle Mignot, psychologue clinicienne et sexologue, car le jardin intérieur naît de la rencontre, de la coïncidence ou de la dissonance du corps et de l'esprit. Odile Noro-Tavel, enseignante de Kinomichi, un art martial sans combattre, ou peut-être en se combattant soi-même, elle nous le dira, une grande réparatrice des jardins intérieurs, parfois piétinés. Et enfin, Luc Tesson, dessinateur de presse, car un jardin se dessine, se vit, nous parle et se révèle à nous-mêmes et aux autres quand ils y sont invités. Cet échange est édité par Inexploré Magazine, média indépendant qui explore les chemins et perspectives des sciences, de la spiritualité et de la psychologie. Retrouvez-nous pour ce partage et l'écoute de ce podcast sur la plateforme Inexploré en vous abonnant aux versions numériques, papier et à tout notre univers qui sera bientôt le vôtre. J'ai trouvé mon île au trésor, je l'ai trouvé dans mon monde intérieur, dans mes rencontres, dans mon travail. C'est ce que nous dit Hugo Pratt. Alors Joëlle Mignot, vous êtes psychologue clinicienne, sexologue. Présentez-vous en 2 mots. Alors effectivement, je suis psychologue clinicienne et sexologue, je reçois des patients et j'écoute ce qu'ils me proposent dans leur vie intérieure. Donc ce jardin intérieur, il commence là déjà, dans la proposition de leur vie et dans leur récit de vie. Par ailleurs, je dirige l'enseignement de sexologie à l'université Paris-Cité. Et puis, je suis aussi une femme engagée dans les droits humains. Donc, je participe à une chaire qui s'appelle la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains, où nous faisons tout un travail autour de la sexualité humaine. Alors cette île au trésor, ce jardin intérieur, nous allons aussi le découvrir avec vous. Si on parlait du jardin d'Éden, c'est un lieu de préservation, de la beauté, si on se rappelle ou si on relit le livre de la Genèse. Il y a là la découverte du corps, de la nudité et la distinction qui est faite à cette occasion entre le bien et le mal. Et ce que je voulais voir avec vous, c'est de quelle manière le corps devient l'étalon de la morale et pas seulement l'étalon de la connaissance. En fait, Adam et Ève, ils sont plutôt heureux et d'un seul coup, quand ils apprennent qu'ils ont un corps, eh bien, ils se posent des tas de questions. Alors comment construire un jardin intérieur quand on est les enfants d'Adam et Ève ? C'est une grande question. Ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que Éden ramène en hébreu au mot jouissance. Donc voilà, on est d'emblée dans la question du plaisir, de la beauté aussi. Adam et Ève, on sait que Ève, dans le livre de la Genèse, est issue du corps d'Adam. Donc ça, c'est quand même déjà une vraie question. Et l'arbre de la connaissance, qui est au cœur de ce jardin, leur permet, ou en tout cas nous permet peut-être, si on se réfère à ce livre de la Genèse, de distinguer le bien et le mal et de pouvoir effectivement commencer à développer cette vie sur la terre. Donc, c'est vraiment un commencement. Au commencement était le verbe. Donc, voilà, c'est aussi la parole qui est le premier germe de ce jardin. Alors, ce jardin intérieur, donc, est-ce que c'est une réplique du jardin extérieur de l'Éden ? Est-ce que ça se vit et se construit dans le corps ou dans la tête ? Alors ça se construit partout. Je pense que ce jardin intérieur, il est lié d'abord à notre histoire.
à l'histoire de chacun, à la question aussi de la conscience qui se construit au fil de notre évolution, depuis que nous sommes nés jusqu'à notre mort. Donc il a déjà le sens d'une construction, ce jardin. Ensuite, il est cultivé. Alors comment il se cultive ? Il se cultive par nos expériences, il se cultive par nos rencontres, il se cultive par nos pensées, par nos apprentissages. Donc il y a tout comme dans un jardin d'ailleurs, où il y a des fleurs, des arbres, des bosquets, des bancs, etc., où on peut s'arrêter, eh bien, il y a tout des ingrédients très, très, finalement comme un puzzle, qui font que ce jardin se construit au fil de la vie. Après, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est autre chose. Comment on l'utilise et est-ce que ce jardin est le même pour tout le monde ou est-ce que effectivement chacun a le sien ? Ça, ce sont des questions que nous allons aborder. Alors justement, vous parliez de différents jardins. Traditionnellement, on sait qu'il y a les jardins à l'anglaise, les jardins à la française. Ça veut dire qu'il y a finalement une grande diversité de ces jardins et comment on les vit. Je pense que les jardins sont tous différents. Chaque être humain a le sien. Alors, il en a connaissance ou pas, parce que ça, on n'y a pas tous accès. Je pense que c'est vraiment très très lié à ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, l'ouverture du champ de conscience. C'est-à-dire que certains ont conscience que ce jardin est là et ils vont l'utiliser, soit dans leur créativité, soit dans leur relation aux autres, soit simplement dans leur relation à eux-mêmes. Puis d'autres n'en ont pas vraiment conscience, et puis passe peut-être aussi à côté du jardin. Donc voilà. Mais chacun a le sien. Il est sans doute toujours extrêmement personnel et très très lié à l'univers qui le constitue. Et voilà, donc après, c'est la question de la conscience qui se pose, et aussi de l'inconscient, puisque dans le jardin, il y a aussi un sous-sol. Ce sous-sol, il est très important puisque il nous est souvent peu connu ou mal connu. Alors, il y a des moyens d'essayer de connaître ce sous-sol, mais il reste de toute façon très mystérieux. Donc, dans le jardin, il y a tout plein de recoins que nous ne connaîtrons jamais, d'autres qui nous semblent évidents. Et puis, il y a aussi le corps, comme vous l'avez dit, qui nous permet d'utiliser nos sens. Parce que dans le jardin, il y a aussi toute une sensorialité qui explose. Et tous nos sens sont en éveil dans ce jardin. Donc, voilà, c'est vrai que les différents jardins sont très, très liés aux vies différentes, finalement. Et c'est ce que chacun vit intérieurement. Est-ce qu'on peut se perdre dans ce jardin ? Oui, je pense qu'on peut se perdre. Sans doute que certains se perdent. On pourrait penser peut-être à la folie, par exemple. Est-ce que c'est une façon de se perdre dans le jardin ? Certains se perdent et se retrouvent. Donc, je pense que oui, on peut se perdre. On peut se perdre, mais c'est aussi la façon de se perdre plutôt qui est questionnée. Comment se perd-on ? Et où va-t-on ? Dans ce jardin. Les différents ingrédients, en fait, d'un bon jardin intérieur, si vous me passez cette expression, qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour réussir à trouver un refuge, un endroit, j'allais dire, presque hors de tout, et qui serait véritablement chez nous, dans lequel on pourrait se réfugier quand nous affrontons des vents mauvais. Alors pour ça, il y a des techniques. Alors on peut penser aux techniques de méditation, on peut penser aux techniques d'hypnose, que moi je pratique tout à fait régulièrement avec mes patients, et depuis très longtemps. Donc on peut penser à l'idée de la transe, qui est aussi une forme d'accessibilité à ce jardin. Donc voilà, donc ça c'est la partie technique. Après, il y a il y a presque le jardin quotidien, c'est-à-dire celui qui nous mène au rêve. Le rêve nocturne est une forme de jardin, surprenant parfois, et on se pose souvent des questions sur nos rêves lorsque on a accès à ces rêves, puisque tout le monde n'a pas accès à ces rêves nocturnes. Et puis il y a la rêverie diurne aussi,
sans être forcément dans une technique appliquée, mais qu'est-ce qu'on fait tous les jours lorsque l'on observe le monde, lorsque on s'arrête lorsqu'on sait s'arrêter sur une sensation, ou sur un bruit, ou sur un moment, c'est aussi un apprentissage. Hein. Donc à la fois il y a les techniques, je dirais classiques, qui peuvent être utilisées en thérapie par exemple, ou dans le développement personnel, et puis il y a aussi ce qu'on vit quotidiennement. Mais prendre en compte l'idée que nous avons déjà un jardin, c'est déjà un travail, c'est déjà une prise de conscience. Et c'est déjà une acceptation aussi que ce jardin, il existe. Alors il existe, je l'ai dit tout à l'heure, aussi avec des zones qui sont parfois plus sombres. Hein, c'est pas forcément toujours un jardin merveilleux, on le sait, puisque nous avons des émotions qui peuvent nous submerger, qui peuvent nous interroger, qui peuvent nous faire mal, qui peuvent... voilà, donc dans le jardin, il y a aussi des zones qui peuvent être un peu sombres. Alors, c'est vrai qu'on peut aussi penser au jardin nocturne, où on a une petite lumière, on va aller éclairer les zones qui sont un peu plus mystérieuses et refoulées, on va dire. On peut penser son jardin, c'est-à-dire penser le verbe, hein, P-E-N-S-E-R, mais est-ce qu'on peut aussi penser, P-A-N-S-E-R, son jardin lorsque l'on est en souffrance ? Oui, là, vous posez la question de la guérison, ou tout au moins du mieux-être par rapport à des souffrances. On peut trouver en tout cas des ressources dans le jardin. Et ça, c'est aussi une forme d'apprentissage, d'aller trouver ces ressources pour essayer de se réparer. J'aime bien le mot réparation. Il y a le mot restauration aussi, se restaurer. Le jardin, c'est un lieu quand même de germination. Donc, nous savons que il évolue. Il évolue au fil des saisons, peut-être qu'on nous en parlerons, mais c'est vrai aussi que cette germination, ces petits germes qui sont sous terre vont aussi donner des choses magnifiques, de très belles fleurs, dans le meilleur des cas, ou de très beaux arbres aussi. Donc tout ça nous échappe. Et ça, c'est ça, ce qui est aussi très intéressant, c'est aussi cette idée du, entre guillemets, lâcher prise. C'est un mot que j'aime pas trop parce que c'est très galvaudé, mais la question de ce qui nous échappe dans le jardin, c'est aussi cette idée qu'il y a des choses qui peuvent germer malgré nous et qui peuvent nous réparer. Et c'est vraiment toute la question des ressources qu'on travaille en thérapie, par exemple. Et grâce à l'hypnose, on a accès à ces ressources. Hein. Enfin, en tout cas, on essaye d'y avoir accès. On essaye, en tout cas, d'en prendre conscience. Voilà. Donc, cette ouverture du champ de conscience dans le jardin, elle est extrêmement importante. Vous parliez des saisons du jardin, ce sont les humeurs. Qu'entend-on par saison ? Il y a un hiver du jardin intérieur, un été. Pourquoi pas ? On peut tout à fait vivre le jardin à travers les saisons, effectivement. Si on pense au printemps et à l'été, à l'explosion évidemment de toutes les sensations qui peuvent et toute l'explosion de la nature, parce que la question de la nature est aussi au centre du jardin. Hein, c'est-à-dire que c'est un lieu où la nature s'exprime presque même au-delà de notre humanité. Donc nous humains, eh bien, on va les puiser dans cette nature. Aujourd'hui, c'est très important aussi de rappeler que ce jardin, c'est quand même le lieu de la transformation aussi de la lumière. Hein, évidemment à travers la photosynthèse, hein, ça c'est très scientifique, mais aussi eh bien toute cette idée de la transformation, de l'évolution, parce que les saisons c'est aussi l'évolution et c'est aussi un cycle qui se répète. Donc voilà, le jardin est vraiment extrêmement riche dans l'évolution personnelle, dans ce qu'on peut en faire pour soi. Ça c'est très important. Maintenant, effectivement, est-ce que tout le monde a accès à ce jardin-là ? C'est une autre histoire. Primo Levi, qui a connu les camps de concentration, racontait que il fabriquait en quelque sorte sa raison d'être au moment où il était en souffrance, en faisant des calculs de hauteur, de largeur, etc. C'est-à-dire qu'il mesurait la pièce dans laquelle il était avec d'autres personnes, et que ça lui permettait de se retrouver, c'est-à-dire d'échapper
à cette sensation d'isolement, de mourir, de ne pas être vraiment soi-même, parce qu'on peut être avec beaucoup de gens et pas être soi-même. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Ça dépend des circonstances. Tout le monde a accès à des circonstances différentes en fonction de son histoire, du lieu. Bien sûr. Alors, si on prend l'exemple de Primo Levi, on voit qu'il utilise la géométrie. Donc, la géométrie, c'est aussi une métaphore de la construction du monde. Mmh. Le jardin fait partie de la construction du monde. Et il y a aussi une géométrie dans le jardin. Et en particulier, bien sûr, dans notre jardin intérieur. Donc, cette idée de la construction intérieure à partir de la métaphore du jardin est extrêmement importante. Et c'est vrai que cet exemple est très parlant. C'était une façon aussi pour lui, probablement, alors ça c'est la psychologue qui parle, mais peut-être une interprétation, mais en tout cas, d'essayer de retrouver une structure, un cadre, de se resituer au milieu d'un monde qui était pour lui évidemment horrible, donc de pouvoir exister. Donc cette géométrie, elle est très importante pour pouvoir rester structuré dans un monde qui à ce moment-là évidemment était pour lui terrible. Ça évite d'être ballotté, de ne plus être là, de ne plus être soi-même. Oui, c'est vrai. C'était sans doute une façon de se recentrer aussi. C'est la question du centre, mais le centre est au cœur de la géométrie. Un jardin, ça suppose bien évidemment un jardinier. Alors, c'est quoi? Quelles sont les qualités d'un bon jardinier? Un jardinier de l'intérieur, en quelque sorte. Et est-ce qu'on peut faire appel à un jardinier professionnel? Alors moi, je mettrais jardinier au pluriel. Je pense qu'il y a plusieurs jardiniers qui agissent probablement à des moments différents de nos vies, de notre jardin intérieur. Peut-être que les premiers jardiniers, ce sont peut-être, mais c'est vraiment, je mets des guillemets, ça pourrait être nos parents. Peut-être ce sont les premiers jardiniers, puisque finalement, on parle de la petite graine quand même. Oui, tout à fait. Oui. Donc, voilà. Ce sont peut-être les premiers jardiniers. Et puis après, il y a tous les jardiniers que nous rencontrons dans notre vie qui nous permettent de labourer notre terrain, de bêcher là où c'est nécessaire, parfois de planter des graines qui vont être extrêmement prolixes et qui vont donner une très belle nature. Il se passe plein de choses dans un jardin. Hein. Il y a des jardiniers, mais il y a aussi des animaux qui sont là aussi pour aider à ce que la nature puisse évoluer, voilà, et puis pousser. Donc, les jardiniers sont nombreux. Je pense qu'il n'y en a pas qu'un. Mais nous sommes probablement un de ces jardiniers principaux, puisque notre propre jardin, nous le cultivons nous-mêmes. On cultive son jardin, c'est la phrase évidemment très connue. De Cantine, oui. Voilà, c'est une façon, bien sûr, de voir que ce jardin, il nous appartient, mais on n'y est pas seul. Il y a même plein de petits êtres inconnus dans ce jardin qui travaillent aussi de façon souterraine et qui aident aussi à ce qu'ils puissent croître. Ce que vous dites, ça me fait penser à l'univers des enfants, en fait, qui est peuplé d'êtres imaginaires, de peur, de beauté, enfin de tout cela. Alors, les enfants, ils ont un monde intérieur secret, un jardin secret, justement. Mais les adultes aussi, est-ce que c'est le même? Ou est-ce que quand on vient vous voir, c'est parce que finalement on a été un peu abîmé, peut-être même beaucoup, et en tout cas que ce jardin d'enfants a subi des transformations ou des malheurs? Pourquoi vient-on vous voir? Oui, alors bien sûr, si on considère que chaque récit de vie est en lui-même déjà une forme de jardin, effectivement, la plupart des personnes qui viennent me consulter viennent avec une difficulté ou avec une souffrance.
ou avec un symptôme, comme on dit dans nos métiers. Donc, forcément, cette partie plus, je dirais, plus sombre ou plus négative apparaît très très vite, puisqu'ils viennent avec cette demande-là. Donc, notre rôle en tant que thérapeute et psychologue et aussi hypnothérapeute, c'est aussi de travailler sur l'autre partie, celle qui reste très vivante, très prolixe, très voilà. Donc ça c'est aussi notre rôle d'accompagner, mais c'est pas forcément toujours très simple. C'est aussi notre métier. Donc c'est notre voilà, c'est le cœur même de ce métier de l'accompagnement et de la thérapie et du processus thérapeutique. Et donc pour retrouver son chemin intérieur, son jardin intérieur, il faut construire un récit. En quoi vous pouvez aider ? Oui, alors la narration est très importante, mais il y a aussi, moi j'aime bien le terme conversion du regard. Il faut aussi apprendre à convertir son regard, c'est-à-dire son propre jardin, apprendre à le regarder aussi autrement. C'est vrai qu'il y a des jardins qui parfois sont un peu... Vous voilà, qui sont pas forcément très attractifs, on va dire, ou qui sont compliqués, ou qui sont voilà. Donc il faut apprendre à le regarder autrement. Peut-être effectivement la question de l'élagage est une vraie question, du nettoyage. Donc voilà, il y a tout ce travail à faire aussi qui se fait d'ailleurs de façon très, je dirais, naturelle pour les vrais jardiniers dans les jardins classiques. Voilà, et il y a tout ce c'est un lieu de travail, le jardin. C'est un lieu de travail de celui qui possède ce jardin, mais aussi de toute la nature qui l'environne. Donc voilà, c'est un vrai lieu de travail. C'est à la fois un lieu intime et en même temps quelque chose de très ouvert. Vous parliez en quelque sorte d'un festival d'essence. Oui. Il y a plusieurs façons d'approcher ce jardin, puis tout le monde est différent. Il y a ceux qui voient le monde véritablement avec des yeux, ceux qui l'entendent davantage, ceux qui le ressentent. Oui. Comment ça se passe ? Comment vous voyez ces différents éléments de construction ? Comment vous arrivez, quand on vient vous voir, à les harmoniser ou à faire en sorte que la personne qui vous consulte ressortent avec une harmonie, en quelque sorte, et pas, ce ne soit pas des sensations disparates. Oui. Là, vous me posez vraiment la question de comment on procède sur le plan thérapeutique. Donc, si on utilise, par exemple, l'hypnose, que je connais bien, effectivement, permettre aux patients de prendre conscience de ses sens, et des sens, surtout de ceux qu'ils n'utilisent pas. Par exemple, l'odorat. Souvent, c'est un sens qui est... Alors, évidemment, moi qui m'occupe plus particulièrement de problématiques sexuelles, la question de la sensorialité, elle est au centre de la vie sexuelle. Donc, prenons l'exemple de l'odorat, on s'aperçoit que beaucoup de gens ne se rendent même pas compte qu'ils utilisent de façon inconsciente leur odorat dans leur relation à l'autre. On sait qu'il y a les histoires des phéromones, etc. Mais même il y a la Madeleine de Proust. Voilà, la Madeleine. Effectivement, simplement même l'odorat au sens le plus simple du terme. Et donc, leur permettre à travers cette expérience de l'hypnose de se reconnecter à ces sens peu utilisés, ou repérer ceux qu'ils utilisent de façon plus privilégiée, est déjà un premier travail pour se reconnecter au corps. C'est extrêmement simple ce que je raconte là, mais pour certains, c'est une vraie découverte, parce qu'il y a vraiment notre relation à notre corps, elle est souvent très parcellaire, très limitée, suivant un peu comment on a été construit, comment on s'est construit corporellement, comment on utilise notre corps, et évidemment dans la sexualité, c'est fondamental. On peut avoir peur de son jardin intérieur, c'est-à-dire finalement peur de ce que l'on est. Quand on vient vous voir, est-ce que c'est justement pour apprendre à s'aimer ou est-ce que c'est plutôt pour apprendre à se comprendre ? Alors, il y a bien sûr les deux. Mais si vous posez la question de la peur, bien sûr, parce que certains patients viennent avec, par exemple, des phobies.
ou des peurs qui sont ou même de l'angoisse, tout simplement, de l'angoisse tout à fait, je dirais, un peu flottante, sans vraiment d'objet particulier. Et effectivement, tout ça fait que ce jardin, il est aussi parfois, c'est pas forcément un jardin merveilleux que nous avons à l'intérieur de nous. Donc, toutes ces inquiétudes, toutes ces angoisses, éventuellement des phobies ou même parfois des pensées répétitives, etc. Tout ça, ça fait partie effectivement des endroits du jardin où nous allons aller travailler ensemble, on va dire. Voilà, on va le dire comme ça. Alors, est-ce qu'on peut partager son jardin intérieur? Est-ce que c'est souhaitable? Alors, là, vous avez parlé tout à l'heure du jardin secret. Oui. Moi, le jardin secret, ça m'intéresse beaucoup parce que le jardin secret, il implique l'autre. C'est-à-dire que si on a un jardin secret pour soi-même, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand vient l'idée du jardin secret face à l'autre. A-t-on le droit d'avoir un jardin secret lorsqu'on est deux, par exemple? Ça pose beaucoup de questions dans les couples. Parce que s'autoriser à avoir un jardin secret, ou penser qu'on puisse autoriser l'autre qu'il ait un jardin secret, c'est déjà tout un travail. Donc la question du jardin secret, c'est fondamental, en particulier dans la relation à l'autre, et évidemment dans la relation de couple en général. Mais voilà, je pense que c'est un vrai travail d'acceptation. Et voilà, donc c'est une vraie question, le jardin secret. Ouais. Mais je pense qu'on a, pour tout vous dire, je pense qu'on en a tous et toutes un, et tant mieux. Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'il faut tout dire? Non, mais je veux dire, il y a les secrets. Déjà, quand on est deux, il n'y a plus de secrets. Mais est-ce qu'il y a des secrets partagés? Quand on est deux, il n'y a plus de secrets. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il peut y avoir des secrets. Mais ça dépend du type de secret. Et ça dépend aussi du type de relation. Ça dépend du type de contrat, entre guillemets, évidemment, parce que ce contrat, il peut être aussi... on n'est pas obligé de tenir le contrat, mais c'est extrêmement sensible, la question du jardin secret. Voilà. Mais je pense qu'on en a tous un, et c'est important de pouvoir au moins reconnaître à l'autre qu'il puisse en avoir un. Voilà, je pense que ça, déjà, c'est plus sain, me semble-t-il, si on parle de nature et de fonctionnement sain, en bonne santé. Alors, le jardin secret, quand je vous écoute, c'est une nécessité. C'est un endroit que l'on construit. Ça vient pas comme ça. Il y a un quotidien du jardin secret. Il y a des rencontres. Il y a, je rappelle cette belle phrase d'Hugo Pratt qui nous dit « J'ai trouvé mon îlot trésor, j'ai trouvé dans mon monde intérieur, dans mes rencontres, dans mon travail. » Comment on harmonise tout ça pour que finalement, ce jardin intérieur, ce soit son jardin intérieur et non pas celui des autres? Parce que le danger est peut-être d'imaginer quelque chose dans lequel nous ne sommes pas, d'emprunter en quelque sorte, ce qui peut peut-être nous rendre malheureux. Ça existe. Ça existe, c'est la question de la contrainte, c'est la question de l'emprise que vous posez là, finalement. C'est celui qui veut imposer son jardin secret à l'autre, ou son jardin intérieur à l'autre. Donc le jardin, il est vraiment un lieu de relation. Et ça, ce n'est pas simplement qu'un lieu intérieur, c'est aussi un lieu de partage. Donc, c'est vrai que accepter que l'autre puisse avoir un jardin secret, c'est déjà un grand pas. Essayer de connaître le sien, c'en est un autre. Et puis tout ça, c'est après dans l'échange et dans le partage et dans le, je dirais, dans l'acceptation de la différence, que ça se joue aussi. Voilà ce que je dirais sur cette question du jardin secret partagé. Le jardin partagé, c'est à la mode en ce moment. Il y a des jardins partagés qui se font partout. C'est intéressant, le jardin partagé aussi. Absolument. Alors, Joëlle Mignot, une dernière question. Est-ce que construire son jardin intérieur, c'est vivre avec soi-même,
ou c'est vivre en soi-même? Je pense que c'est les deux. C'est vivre aussi avec les autres. Il me semble que ce que vous dites pose la question du fantasme, c'est-à-dire de nos constructions imaginaires, de nos constructions, de nos représentations intérieures du monde, quelle que soit la forme que ces représentations puissent prendre, que ce soit des idées, des pensées, des images, des sensations, etc. On a tous une représentation aussi du monde à l'intérieur de nous, et une représentation de nous-mêmes, et une représentation de l'autre. Donc on est au cœur de la vie, entre guillemets, fantasmatique, et de la vie imaginaire, et aussi de la créativité. Parce que le jardin, c'est quand même le lieu où on crée. Où on crée et où on laisse la nature créer, donc où on se laisse créer, donc se laisser inventer aussi par le jardin lui-même, se laisser inventer par bien sûr nos rencontres aussi, mais se laisser inventer par ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est toute cette beauté qui peut effectivement nous aider à vivre. Pour paraphraser Candide de Voltaire, il faut vraiment s'occuper de son jardin? Ça rend heureux? Oui, il faut s'occuper de son jardin, il faut s'occuper de son jardin dans toutes ses dimensions. Le jardin du corps aussi, il faut s'en occuper, bien sûr. Et puis, c'est important de s'en occuper, parce que s'en occuper, c'est faire attention, dans le bon sens du terme. C'est être là, c'est être dans cette présence à soi-même. Et je crois que c'est peut-être, s'il y a un secret, c'est peut-être celui-là, simplement essayer d'être là, dans le jardin, et d'en profiter d'une certaine façon au maximum. Merci Joëlle Mignot. Construire son jardin intérieur, vivre avec soi-même, en soi-même. Pour en parler, Luc Tesson, vous êtes dessinateur de presse. Un jardin, ça se dessine, c'est ce que nous allons voir ensemble, ça se révèle. Et alors, la première question que je voulais vous poser tout d'abord, c'est de vous présenter. Dites-nous tout cela d'un trait. D'un trait, d'un seul, alors je me présente effectivement comme dessinateur de presse. Ça se réduit pas à la presse en réalité. Je dessine pour le journal Polytechnique, pour le journal de Mayotte, pour diverses publications. Mais je dessine essentiellement pour la communication interne des entreprises et pour des séminaires d'entreprise. Et ça m'amène en fait à dessiner sur pas mal de sujets sociétaux, pas tellement des sujets d'actualité politique. Et ça correspond plus à ma nature, c'est-à-dire que je suis moins attaché à des dessins de l'actualité chaude, immédiate, qui passe, et avec des dessins qui, quand on les découvre une semaine plus tard ou 3 mois plus tard, on ne les comprend plus puisqu'on a oublié l'actualité. J'essaie en fait d'orienter mes dessins vers des sujets qui ont un peu plus de pérennité, qui du coup supposent un peu de réflexion, voilà, qui permettent des angles un peu philosophiques, poétiques, humoristiques, et qui peuvent vivre un peu dans le temps long. Voilà. Après, j'ai tout je dessine aussi de manière plus personnelle. Et souvent, quand je dessine librement sur les sujets qui m'habitent, c'est souvent sur des sujets qui touchent souvent à l'enfance. En fait, comme un regard de l'enfance sur le monde. Voilà. On dessine un jardin et vous-même, vous avez une vie intérieure, c'est-à-dire que vous vous jardinez vous-même, si j'ose dire. Alors, le cheminement de l'intérieur, vous savez, Voltaire faisait dire à Candide qu'il faut cultiver son jardin. Alors, pour le cultiver, ce jardin, il faut déjà qu'il soit là, qu'il soit présent. Il faut se surprendre pour dessiner.
Alors, je suis bien convaincu, oui, qu'on a un jardin intérieur. C'est peut-être le lieu de l'esprit. Nous sommes corps, âme et esprit. L'âme, c'est la psyché, c'est ce qui anime le corps. Comme les animaux, d'ailleurs, ont une psyché aussi, mais peut-être moins élaborée. Et peut-être que le jardin intérieur est le lieu de la rencontre avec Dieu. Je vous avoue que je peux le présenter de deux façons, ce jardin intérieur. Soit c'est effectivement tout ce qui m'habite, tout ce qui mes lectures, voilà tout ce qui fait mon univers. Mais ça peut être aussi un lieu un peu plus secret, un lieu de silence. C'est un lieu non seulement de ressourcement, mais de renaissance, le lieu d'une nouvelle naissance. Nous sommes tous nés un jour, la naissance naturelle, on n'a pas eu le choix, mais il y a une naissance nouvelle qui dépend de nous, de notre liberté, et elle s'est fait peut-être dans ce qu'on pourrait appeler le jardin intérieur, dans ce lieu de l'esprit. Voilà, le jardin intérieur, c'est le lieu où je renais en Dieu et où Dieu naît en moi. Donc c'est un lieu qui se découvre par le silence. Donc ce que j'aurais tendance à cultiver. Merci de nous écouter. Nous espérons que cet extrait vous a plu et vous inspirera. Découvrez la suite de ce dossier audio dans les épisodes suivants, disponibles en intégralité pour nos abonnés sur Inexploré Digital. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus. À bientôt. Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies. Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit, afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. Abonnez-vous pour aller plus loin, soutenez-nous et profitez de toutes les versions longues de nos contenus sur Inexploré Digital. À bientôt.